Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Alors imaginez ceci, vous ouvrez votre maison à quelqu'un qui a besoin d'aide, sans poser de questions, sans conditions, juste par pure gentillesse. Vous enchaînez les doubles journées, vous planifiez votre avenir, vous écrivez vos vœux, de vrais vœux, sincères, pendant que chez vous, oui, disons simplement que votre générosité était très bien appréciée par plusieurs personnes en même temps. Et le meilleur dans tout ça? Quand vous découvrez la vérité, au lieu de recevoir des excuses, vous vous retrouvez face à une véritable intervention familiale où, d'une manière ou d'une autre, c'est vous le problème. Classique. L'audace est tout simplement hallucinante. Mais c'est là que ça devient intéressant, ce gars n'a pas pleuré, il n'a pas supplié, il n'a pas perdu pied. Il a ouvert un tableur. Et ensuite, il s'est mis au travail. Alors prenez votre boisson, installez-vous confortablement, parce que ce qui s'est passé ensuite est honnêtement l'une des réponses les plus méthodiques, discrète et dévastatrice que j'ai jamais vue. C'est parti. Mon frère a couché avec ma fiancée pendant 6 mois. Toute ma famille les a couverts. Alors j'ai vendu ma maison, déménagé à 5000 km et reconstruit ma vie. Maintenant, ils veulent que je revienne. J'ai 30 ans, je suis un homme, et je travaille comme enquêteur en fraude et analyste AML dans une grande banque, où je traite des dossiers de blanchiment d'argent et j'enquête sur des transactions frauduleuses dans toute la région triétatique. Ce jeudi-là en particulier, une affaire de fraude fournisseur sur laquelle je travaillais depuis 3 semaines s'est résolue d'elle-même lorsque les propres documents comptables du suspect ont été révélés lors de la phase de découverte. J'ai clôturé le dossier à 14 heures, mon manager a validé le rapport, et je me suis dit que j'allais acheter ces bougies ridiculement chères dont Dominique parlait sans arrêt. Celle de cette boutique sur la 5e rue devant laquelle elle ralentissait chaque fois qu'on passait. 38$ pour quelque chose qui sentait la vanille et se consumait en 20 heures, mais elle les voulait, et moi, je voulais la voir sourire. La bague de fiançailles m'avait coûté 4 mois d'économie. Le lieu du mariage, le photographe, le traiteur, le fleuriste, les acomptes pour la lune de miel. J'avais déjà investi près de 18 000$ dans un avenir qui semblait valoir chaque centime. 4 ans de ma vie, tous mes projets, tous mes rêves. Le pick-up de mon frère Wesley était dans l'allée quand je suis arrivé. Rien d'inhabituel. Il dormait dans notre chambre d'amis depuis janvier après avoir été licencié de son poste de vendeur dans une concession automobile. Apparemment, il n'atteignait pas ses objectifs. Enfin, selon lui, c'était plutôt un manager jaloux et des attentes injustes. Je n'avais pas insisté pour en savoir plus parce que ça n'avait pas d'importance. C'était mon frère. Il avait besoin d'aide. Je lui ai donné un toit, des repas, aucune pression sur le temps. C'est ce que font les frères. La maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse pour 2 personnes présentes. Les chaussures de Wesley étaient près de la porte. Sa veste sur le porte-manteau, le sac de Dominique sur le plan de travail de la cuisine, comme toujours, mais pas de télévision, pas de musique, pas de voix. Puis je l'ai entendu, venant de l'étage, de la chambre principale. Ce rythme qu'on ne peut confondre avec rien d'autre. La tête de lit qui frappait le mur avec régularité, je reconnaissais ce son, je l'avais déjà entendu. De l'autre côté. Voilà le truc avec ce genre de moment, dans la vraie vie, on ne défonce pas les portes en donnant des coups de poing. Dans la vraie vie, votre cerveau devient étrangement calme, parce que s'effondrer ne vous donne aucun avantage. Ça vous transforme juste en méchant dans l'histoire que les autres raconteront ensuite. Je suis monté à l'étage, chaque pas mesuré. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il n'avait même pas pris la peine de la fermer complètement. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais pas censé rentrer avant encore 6 heures. J'ai poussé la porte. Et ils étaient là. Wesley s'est dégagé d'elle si vite qu'il a failli tomber du lit. Dominique a attrapé le drap comme si ça pouvait effacer ce que j'étais en train de voir. Comme si se couvrir maintenant pouvait supprimer l'image déjà gravée à jamais dans mon esprit. Mon lit. Mes draps. La tête de lit que j'avais passé 2 week-ends à monter parce que les instructions étaient en suédois et que la moitié des chevilles ne s'emboîtaient pas correctement. Brennan. A-t-elle commencé? Depuis combien de temps? Ma voix était plate, contrôlée. Ils se sont regardés. Même à ce moment-là, même pris sur le fait, ils avaient leur propre langage silencieux. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un moment de faiblesse. Ce n'était pas une erreur. C'était une habitude. Depuis combien de temps, Dominique? Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. 6 mois. 6 mois. Un demi-année. Depuis janvier. Ça voulait dire que ça avait commencé juste après que Wesley ait emménagé. Juste après que je lui ai offert mon foyer parce qu'il n'avait nulle part où aller. Juste après que je lui ai dit de prendre tout le temps nécessaire pour se remettre sur pied. J'ai fait le calcul automatiquement. 6 mois de dîner que j'avais préparé pour nous 3. 6 mois de paiement de crédit immobilier pour une maison qu'ils utilisaient comme leur nid d'amour. 6 mois de préparation de mariage. Les visites de lieux. Les dégustations de gâteaux. Les invitations qu'on avait peaufinées. Les vœux que j'avais écrits et réécrits pour les rendre parfaits. 6 mois à la regarder dans les yeux chaque soir en croyant qu'elle m'aimait. Je me suis retourné et je suis parti.
Juste parti. Descendu les escaliers, passé devant la cuisine où je leur avais préparé le petit déjeuner ce matin-là, devant le salon où on regardait des films, en famille, jusqu'à ma voiture. J'ai conduit jusqu'au parking derrière la bibliothèque publique, et je suis resté là pendant 2 heures, téléphone en silencieux, à réfléchir à la logistique de ma vie qui s'effondrait. Puis je me suis mis au travail. D'abord, j'ai ouvert notre application bancaire commune. 3 comptes, courant, épargne, fonds d'urgence. Solde total, 23 847 $. La moitié m'appartenait. J'ai transféré exactement 11 923,50 $ sur mon compte personnel auquel Dominique n'avait pas accès. Pas un centime de plus. Je ne cherchais pas à lui voler quoi que ce soit. Je protégeais ce qui était à moi. Puis j'ai pris des captures d'écran. Historique des transactions sur 6 mois, chaque dîner que j'avais payé pendant qu'elle couchait avec mon frère, chaque course alimentaire dont ils profitaient tous les deux, chaque facture qui maintenait les lumières allumées dans la maison où ils me trahissaient. Ensuite, j'ai vérifié notre compte iCloud partagé. Celui que j'avais configuré quand on avait emménagé ensemble. Tous nos appareils y étaient synchronisés depuis des années. Son application note était là. J'ai trouvé ce que je cherchais en moins de 10 minutes. Une note intitulée « W » avec un emoji cœur. Des entrées datées depuis le 14 janvier. 14 janvier, enfin arrivé. Ça semblait mal mais aussi juste. B ne se doute de rien. 28 janvier, on doit être plus prudent. B a failli rentrer plus tôt. 12 février, je lui ai dit que je l'aimais. Il a dit pareil. 3 mars, B a failli nous surprendre aujourd'hui. 22 mars, W dit qu'on devrait en parler à B un jour. Pas encore. Pas avant le mariage. J'ai tout capturé. Son email était synchronisé aussi. Depuis le parking, j'ai consulté les messages entre eux. Rien de trop explicite, mais suffisamment, tu me manques déjà, ce soir était parfait, on doit être plus prudent, je compte les minutes jusqu'à ce que B parte travailler. Les invitations de mariage avaient été envoyées 2 semaines auparavant. 187 enveloppes couleur crème avec nos noms écrits en lettres dorées. Brennan et Dominique, dans une police qu'elle avait mis 3 heures à choisir. Le photographe était réservé, 2800 $, moitié payé d'avance. Le traiteur, le DJ, le fleuriste. Sa robe était suspendue dans notre placard, dans une housse qui avait coûté 300 $ juste pour préserver le tissu jusqu'à la cérémonie. J'avais écrit mes vœux 3 fois, essayant de les rendre parfaits. Ils étaient toujours enregistrés dans mon application Notes. Je les avais répétés sous la douche ce matin-là, pendant qu'elle envoyait probablement des messages à mon frère pour savoir quand il pourrait se revoir. Quand j'ai fini de tout documenter, il était déjà plus de 19 heures. 43 appels manqués de Dominique, Wesley et ma mère. 16 messages vocaux, 81 SMS. Je n'ai répondu à aucun. J'ai conduit jusqu'à un Holiday Inn Express près de l'autoroute. J'ai payé une semaine en espèces. La chambre sentait le nettoyant industriel, l'air recyclé et les problèmes des autres, mais il y avait un verrou solide, et personne ne savait où j'étais. C'était déjà ça. La réunion de famille a eu lieu le dimanche chez ma mère. Elle m'avait appelé depuis le téléphone de ma sœur Cassidy parce que j'avais déjà bloqué tous les autres. Brennan, on doit en parler comme des adultes. 14 heures, tout le monde sera là. J'aurais dû dire non. J'aurais dû raccrocher et bloquer ce numéro aussi. Mais une partie stupide de moi pensait encore que le lien du sang signifiait quelque chose. Je pensais entrer et les voir mettre les affaires de Wesley dehors, lui dire à lui et à Dominique de partir et de ne jamais revenir. Je pensais que ma mère me prendrait dans ses bras et me dirait qu'elle était désolée, qu'elle serait toujours de mon côté. J'étais un idiot. Le salon était organisé comme une intervention quand je suis arrivé. Ma mère dans son fauteuil près de la fenêtre, celui que mon père lui avait acheté avant de partir. Cassidy sur le canapé 2 places, les bras croisés, déjà agacé d'avoir dû sacrifier son dimanche pour ça. Wesley et Dominique sur le canapé principal, assis suffisamment proches pour que leurs épaules se touchent, l'air fatigué, l'air triste, comme les victimes dans leur propre version de l'histoire. La seule place libre était une chaise de salle à manger qu'on avait déplacée depuis la cuisine, placée face à eux tous, comme si j'étais en procès. Je suis resté debout. « Brennan, assieds-toi » dit ma mère. Cette voix, celle qu'elle utilisait quand j'avais 16 ans et que je rentrais après le couvre-feu. Douce mais ferme. La voix qui signifiait qu'elle avait déjà décidé qui avait tort. Je reste debout. Pourquoi est-elle ici? Parce qu'elle fait partie de cette famille. Ou allait en faire partie. C'est pour ça qu'on a cette discussion. Dominique a commencé à pleurer. De vraies larmes, humides et parfaitement synchronisées. Brennan, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Wesley et moi avons essayé de lutter contre ça. Vraiment. Mais parfois, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Je la regardais jouer son rôle. La lèvre tremblante, le mouchoir prêt, la manière dont elle se penchait vers Wesley comme s'il était sa bouée de sauvetage. Elle avait répété ça. Probablement passé tout le week-end à perfectionner sa scène. On est amoureux, dit Wesley. Sa voix se brisa au bon moment. Je sais que le timing est horrible, et je sais que j'ai fait une erreur, mais ce que Dom et moi avons, c'est réel. On n'a pas planifié ça. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé, ai-je répété. Pendant 6 mois? Dans ma maison?
Dans mon lit? Pendant que je travaillais pour garder un toit au-dessus de ta tête parce que tu étais incapable de garder un emploi. Brennan, ne sois pas vulgaire, lança Cassidy depuis le canapé. Vulgaire. C'est ça qui te dérange maintenant? Le choix de mes mots? Ma mère se leva et s'approcha de moi, posa sa main sur mon bras avec cette expression douce et déçue que je connaissais après des dizaines de disputes que je n'avais jamais gagnées. Mon chéri, je sais que tu souffres, n'importe qui souffrirait. Mais Wesley est ton frère. Le sang, la famille pardonne. Et si Dominique et Wesley ont de vrais sentiments l'un pour l'autre, de vrais sentiments sincères, peut-être que c'est mieux que ça soit arrivé maintenant. Avant le mariage. Avant que vous ne fassiez une erreur irréversible. Je l'ai fixé. C'était la femme qui m'appelait son pilier. Son fils fiable. Celui qui était toujours là. Celui qui réparait tout. Celui qui l'avait soutenu pendant 8 mois après le départ de mon père, en la laissant vivre gratuitement dans ma chambre d'amis. Celui qui avait co-signé son prêt auto parce que son crédit était mauvais. Celui qui appelait tous les dimanches sans faute. Tu prends leur parti. Il n'y a pas de camp, Brennan. Nous sommes tous une famille. Tu prends leur parti. Wesley se sent très mal, intervint Cassidy en se penchant en avant. Ils se sentent tous les deux mal. Ça les rongeait. Ils ne voulaient pas te faire du mal. Ils allaient te le dire eux-mêmes après le mariage. Après le mariage? J'ai ri. Un rire dur, brisé. Donc le plan, c'était de me laisser l'épouser, partir en lune de miel avec elle, construire une vie, et ensuite quoi? Surprise? Ta femme couche avec ton frère depuis le début? Ce n'est pas, commença Dominique. C'est exactement ce que tu viens de dire. Vous alliez attendre après le mariage. On était perdus. On ne savait pas quoi faire. Vous saviez exactement quoi faire. Vous l'avez fait. Pendant 6 mois. Dans mon lit. À chaque occasion. Tu dramatises, dit Dominique, et quelque chose dans sa voix changea. Plus dur maintenant. Elle testait autre chose. Elle avait compris que les larmes ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas comme si on avait prévu de te trahir. Ça s'est juste produit. Les sentiments changent, Brennan. C'est la vie. C'est comme ça que fonctionnent les relations parfois. Tes sentiments ont changé, pour mon frère, pendant que tu portais ma bague. Peut-être que la bague était une erreur. Peut-être qu'on est allé trop vite. Peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention au lieu de travailler tout le... Voilà. Ma faute. Bien sûr que c'était ma faute. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. La partie qui m'a vraiment retourné l'estomac. Pas la tromperie. Même pas la réunion de famille. C'est au moment précis. Quand Dominique a dit, peut-être que si tu m'avais accordé plus d'attention au lieu de travailler tout le temps, et qu'elle l'a dit devant tout le monde, ça vous dit tout. Parce que ce qu'elle vient de faire, ce n'était pas se défendre. Elle était en train de réécrire l'histoire en temps réel. Transformer un homme qui travaillait pour financer son mariage, son lieu de réception, son photographe, et sa robe, en le méchant de sa propre trahison. Et le plus effrayant? Ce genre de récit fonctionne sur les gens. Les gens entendent, ils travaillaient tout le temps, et quelque part dans leur tête, ils se disent, oh, d'accord, je comprends un peu. C'est de la manipulation déguisée en vulnérabilité. Et c'est sincèrement terrifiant de voir à quel point ça marche facilement. Maintenant, retour à l'auteur du post. C'était donc de ma faute. J'avais provoqué ça en travaillant trop, en travaillant pour payer le mariage qu'elle voulait, pour économiser pour la maison qu'elle voulait, pour construire l'avenir qu'elle prétendait vouloir. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Ma mère, qui avait choisi son fils infidèle plutôt que celui qu'on avait trahi. Ma sœur, qui qualifiait ma réaction d'exagérée. Mon frère, qui avait récompensé ma gentillesse en couchant avec ma fiancée dans ma propre maison pendant 6 mois. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit, d'une voix calme maintenant, dangereusement calme. Le calme que j'utilise au travail quand j'examine des preuves qui vont détruire le dossier de quelqu'un. Je vais sortir d'ici. Et vous allez tous vivre avec les choix que vous avez faits aujourd'hui. Et dans environ une semaine, toutes les personnes que nous connaissons, chaque personne qui a reçu une invitation à ce mariage, vont découvrir exactement quel genre de personne vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda ma mère, sa voix teintée pour la première fois d'une vraie inquiétude. Ça veut dire des conséquences. Quelque chose que cette famille semble avoir oublié. Brennan, ne fais rien de stupide, commença Wesley. Ça fait des années que je fais quelque chose de stupide. Te faire confiance. Ça s'arrête aujourd'hui. Je suis parti. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé pour s'excuser. Personne n'a couru pour me retenir, me soutenir ou reconnaître son erreur. Oui. Ça m'a tout dit. Le lundi matin, j'ai commencé à construire mon dossier comme si j'enquêtais sur une fraude, parce que c'était exactement ça. Gel de crédit auprès des 3 agences. Nouveau compte bancaire dans une autre banque. Nouveau numéro de téléphone. J'ai sécurisé tous mes comptes, changé tous les mots de passe, retiré Dominique de tout, et documenté chaque étape. Mardi, j'ai appelé mon agent immobilier pour lui dire de mettre la maison en vente dans la semaine. Pendant qu'il prenait les photos, j'ai fait changer les serrures. Mercredi, j'ai rédigé l'avis officiel d'expulsion pour Wesley. Préavis écrit de 30 jours. Envoi recommandé avec accusé de réception. Rien d'émotionnel. Rien de vindicatif.
Juste des termes juridiques sur la résiliation d'un accord verbal de location mensuel et l'obligation de quitter les lieux. J'ai ajouté une ligne mentionnant la possibilité d'une escorte du shérif lors du départ final si nécessaire. Mercredi soir, c'était la logistique du mariage. J'ai appelé le lieu de réception et expliqué la situation sans entrer dans les détails. Le mariage est annulé. J'étais le seul nom sur le contrat. Merci de confirmer cela par écrit. Ils ont été compréhensifs, mais fermes. Aucun remboursement de la compte. Je m'y attendais. J'avais juste besoin de traces écrites. Montant total perdu, environ 8400 $. Un petit prix à payer pour découvrir qui quelqu'un est vraiment. Mercredi soir, Dominique s'est présenté. Je regardais via l'application de caméra de sécurité, assis dans ma voiture à 3 rue de là. Elle a frappé à la porte pendant 10 minutes, a crié mon nom, essayé son ancienne clé, sans succès. Elle m'a appelé 16 fois d'affilée en restant sur le perron. Finalement, elle est partie, mais pas avant d'avoir donné un coup de pied dans la porte assez fort pour laisser une marque que je devrais expliquer aux acheteurs potentiels. Dominique m'a envoyé 17 messages pour demander quand elle pouvait récupérer ses affaires. Je lui ai dit, samedi entre 14h et 16h, sous surveillance. Elle pouvait venir avec un ami si elle voulait. J'aurai le numéro non urgent du shérif prêt au cas où. La maison a été mise en vente jeudi. Jeudi a aussi apporté une quasi-erreur. Je récupérais mes dernières affaires quand le pick-up de Wesley est arrivé dans l'allée. Il devait surveiller ma voiture. Peut-être que Dominique l'avait appelé. Peut-être qu'il coordonnait encore. Il m'a intercepté sur le perron, bloquant le passage. Brennan, on doit parler. Non, on ne doit pas. Donne-moi juste 5 minutes. Laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. On est une famille. C'est pour ça qu'on doit régler ça. Je suis là pour m'excuser, pour arranger les choses. Quelque chose dans sa manière de le dire m'a fait le regarder vraiment. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient légèrement, incapable de soutenir mon regard plus d'une seconde. Il n'était pas désolé. Il avait peur. « Qu'est-ce que Dominique t'a dit ?» ai-je demandé. « Quoi ?» À propos de l'annulation du mariage. Son visage est devenu pâle. Ça confirmait tout. Elle avait appelé un prestataire, probablement le lieu où le photographe, et appris que l'annulation était déjà en cours. Maintenant, il paniquait. « Brennan, quoi que tu penses faire. C'est déjà fait. » Je suis passé à côté de lui en direction de ma voiture. Les emails partent samedi à 9h. 187 invités, plus le cortège, plus les familles élargies. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas nous détruire. Non. Vous avez détruit ça. Moi, je me contente de le dire. Et les acomptes? L'argent qu'on a perdu? Je me suis arrêté à la portière. Je me suis retourné. Il n'y a plus de Gon, Wesley. Il y a moi. Et il y a toi et Dominique. Réglez vos problèmes. Brennan, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré, baissé la fenêtre. Tu aurais dû penser aux conséquences il y a 6 mois. Je suis parti, le regardant rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à tourner au coin de la rue. Les emails sont partis samedi matin à 9h précise. Je les avais programmés la veille depuis ma chambre d'hôtel, vérifié 3 fois la liste des destinataires, relu le message pour m'assurer qu'il était propre. Objet, annulation du mariage, Brennan et Dominique. Le message faisait 4 paragraphes. Factuel. Sans émotion. Sans insulte. Aucune accusation que je ne pouvais pas prouver. Juste la vérité. Mais je n'avais pas fini. 30 minutes plus tard, j'ai envoyé un email séparé au cortège. Même ton factuel, mais avec une ligne en plus. Si vous avez besoin de vérification ou de questions concernant les remboursements, veuillez contacter directement Dominique ou Wesley. J'ai renvoyé la responsabilité là où elle devait être. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé conduire. 3 heures sur des routes que je n'avais jamais prises, à travers des champs, des fermes, des endroits où personne ne connaissait mon nom, ni ma famille, ni mon histoire. Quand j'ai rallumé mon téléphone au coucher du soleil, 94 messages non lus et 67 appels manqués. Les réactions se sont divisées en camps prévisibles. Du soutien de la part des personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps, une confusion neutre de la part des invités qui essayaient de comprendre la logistique, et des tentatives de gestion de crise de ma famille qui exigeaient que je retire tout. Le message vocal de ma mère était particulièrement marquant. « Brennan, qu'as-tu fait? Tout le monde m'appelle. Tout le monde. Comment as-tu pu humilier ton frère comme ça ?» J'ai sauvegardé le message vocal, pris des captures de tout ce qui arrivait par SMS, et ajouté ça à mes archives. Les conséquences sociales ont commencé en moins de 48 heures. Dominique travaillait comme hygiéniste dentaire dans un cabinet local. Les propriétaires du cabinet étaient liés à mes parents par des amis communs. Dès le lundi après-midi, le propriétaire en avait entendu suffisamment pour convoquer Dominique dans son bureau. Elle n'a pas été licenciée, ça aurait été un licenciement abusif. Mais elle a été mutée dans une antenne à 45 minutes de route, avec des horaires réduits. En moins de 3 semaines, elle a démissionné. Wesley, lui, avait réussi à décrocher un poste de vendeur dans une autre concession quelques semaines avant l'envoi des emails. La vente de voitures repose sur les relations. Les recommandations comptent. Les clients fidèles comptent. La réputation compte.
Quand les gens dépensent 20 000 ou 30 000 dollars pour un véhicule, ils veulent faire confiance à la personne qui leur vend. La rumeur s'est répandue dans la concession sur ce qu'il avait fait. Puis elle a atteint les clients. Les clients qui avaient déjà acheté avec Wesley et prévoyaient de revenir ont commencé à demander d'autres vendeurs. Les familles qui recommandaient leurs proches ont arrêté. Son flux de clients s'est asséché. Ses performances ont chuté de 60% en 6 semaines. La direction l'a placé sous plan d'amélioration des performances. Quand il ne s'est pas amélioré, ne pouvait pas s'améliorer, parce que ce genre de réputation ne se répare pas rapidement, ils l'ont licencié à l'automne. Rien de tout ça n'était directement de mon fait. Pas techniquement. J'ai simplement dit la vérité. Une seule fois. Aux personnes qui méritaient de savoir pourquoi elles n'assisteraient pas à mon mariage. Tout le reste, c'était juste la gravité. La maison s'est vendue en 11 jours. Une offre en liquide, 8 000 dollars en dessous du prix demandé, de la part d'un jeune couple venant d'un autre État. J'ai accepté immédiatement. La vente pouvait être finalisée en 2 semaines, et j'avais besoin de partir. Mais avant de partir, j'avais encore des affaires à régler. J'ai déposé 2 actions en justice devant le tribunal des petites créances. Une contre Wesley pour loyers impayés, 6 mois de dépenses de logement à la valeur du marché pour la chambre d'amis, plus les charges, estimées à 300 dollars par mois. Total, 1800 dollars. La seconde contre Dominique pour des dépenses partagées prouvables auxquelles elle s'était engagée avant que la liaison ne soit révélée. La moitié de la compte du lieu, la moitié du photographe, la moitié du traiteur. Documents propres, relevés bancaires communs, contrat avec les prestataires à nos 2 noms. Total, 4200 dollars. J'ai déposé les 2 dossiers le même jour. J'ai payé pour une notification officielle. Ils ont été assignés sur leur lieu de travail, par des voies légales. Dominique a reçu la sienne au cabinet dentaire, pendant la pause déjeuner. Wesley a reçu la sienne dans le showroom de la concession, devant les clients. Une humiliation publique, légalement délivrée. Les audiences ont été fixées 2 mois plus tard. Je me fichais de gagner, même si les preuves étaient suffisamment solides. Ce qui m'importait, c'était le processus. Les lettres recommandées. Les conversations gênantes quand on leur demandait pourquoi ils étaient poursuivis. Le fait que leur nom figurait désormais dans des dossiers publics associés à loyers impayés et rupture d'accord. Des conséquences durables. Mon patron m'avait parlé d'un poste sur la côte ouest 9 mois plus tôt. Superviseur des opérations à Portland. Meilleur titre. Meilleur salaire. Meilleures opportunités. J'avais refusé. Parce que Dominique ne voulait pas quitter sa famille, ne voulait pas déménager à l'autre bout du pays, ne voulait pas tout recommencer ailleurs. Ironique, non. J'ai appelé mon patron un jeudi matin. Ce poste à Portland, toujours disponible? Maintenant, c'est coordinateur régional des opérations. Même bureau, responsabilités élargies. Pourquoi? Ça t'intéresse? Quand ont-ils besoin de quelqu'un? Honnêtement? Il y a 2 semaines. Ils sont en sous-effectif depuis février. J'y serai dans 3 semaines. Avant de partir, le harcèlement s'est intensifié. Ma tante est venue à mon hôtel. Puis mon cousin. Puis des amis de la famille que je reconnaissais à peine. Tous avec le même discours, la famille pardonne, le sang est plus fort que tout, Wesley souffre, Dominique souffre, tu dois laisser tomber. J'ai rédigé une lettre de mise en demeure. Pas par un avocat, je n'en avais pas les moyens. Mais j'ai trouvé un modèle en ligne, je l'ai adapté, imprimé sur un papier à en-tête professionnel que j'ai créé moi-même. J'ai cité des lois sur le harcèlement, listé chaque tentative de contact avec date et heure. Envoyé le tout en recommandé à l'adresse de ma mère, avec instruction de le transmettre à toute personne continuant à me contacter. J'ai ajouté une ligne à la fin. Tout contact non sollicité supplémentaire entraînera une demande d'ordonnance restrictive et la documentation d'un schéma de harcèlement auprès des autorités locales. Ça a marché. Les appels ont cessé. Le déménagement m'a coûté presque tout ce qu'il me restait après la vente de la maison. 1700 dollars pour le camion de déménagement. 800 dollars d'essence à travers 10 États. Premier mois et caution pour un studio trouvé sur Craigslist. Quand j'ai enfin eu un lit et le strict nécessaire pour cuisiner, il ne restait que 1100 dollars sur mon compte. Mais ici, personne ne me connaissait. Personne ne me regardait avec pitié. Personne ne murmurait à mon passage. Personne ne me parlait de Dominique, de Wesley ou du mariage qui n'a jamais eu lieu. J'étais anonyme. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le travail était la seule chose qui me maintenait sain d'esprit. J'arrivais tôt, je partais tard, je résolvais des problèmes que personne d'autre ne voulait toucher. En 8 mois, on m'a promu responsable des opérations avec une augmentation de 15%. Je l'ai accepté. Puis j'ai demandé ce qu'il me fallait faire pour obtenir la prochaine. 13 mois après mon arrivée, j'ai rencontré Meredith à l'anniversaire d'un collègue. Elle était technicienne vétérinaire dans une clinique du sud-est de Portland, le genre de personne qui passe ses journées à s'occuper d'animaux effrayés et de propriétaires inquiets. Un rire discret, des questions directes. Une façon de vous regarder comme si elle écoutait vraiment, au lieu d'attendre simplement son tour de parler. On a discuté pendant 3 heures de choses sans importance, musique, films, les meilleurs sentiers de randonnée à moins d'1 heure de la ville. Et si la nana avait sa place sur une pizza, sa position, absolument pas,
et elle était prête à se battre là-dessus. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle m'a donné son numéro sans que je le demande. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans un restaurant thaï du Pearl District. Elle a commandé le plat le plus épicé du menu et n'a même pas bronché quand il est arrivé avec l'air de pouvoir faire fondre l'assiette. Puis elle a dit, « Alors, quelle est ton histoire? Pourquoi as-tu traversé tout le pays pour venir à Portland ?» J'aurais pu mentir. Lui donner la version édulcorée. Nouveau départ, nouvelles opportunités, évolution de carrière, tout ça était techniquement vrai, mais complètement vide de sens. Mais j'en avais fini de faire semblant. Alors je lui ai tout raconté, la découverte, la réunion de famille, l'email, les procédures au tribunal des petites créances, le déménagement. J'ai observé son visage, cherchant le jugement, la pitié ou ce malaise habituel qui apparaît quand les gens apprennent que votre vie s'est effondrée. Rien de tout ça n'est apparu. Quand j'ai fini, elle a tendu la main au-dessus de la table et serré la mienne. Ils ont commencé à essayer de me récupérer vers le 18e mois. D'abord, il y a eu les messagers. D'anciennes connaissances du lycée, des cousins éloignés, des amis Facebook de l'université, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, qui glissaient soudainement dans mes messages privés avec des variantes du même discours. Ta sœur dit que tu ne réponds pas à ses appels. Tu ne penses pas qu'il est temps de passer à autre chose? Et Wesley a vraiment du mal depuis que tout est arrivé. Puis ils ont joué la carte de la santé. Un message de mon oncle du côté de ma mère, depuis un numéro que je n'avais pas pensé à bloquer. Ta mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein à un stade précoce. Stade 1, traitable, mais elle demande à te voir. Je sais que ce qui s'est passé était grave, mais c'est ta mère, Brennan. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Je dois être honnête avec vous tous, là tout de suite. Ce moment m'a vraiment mis mal à l'aise. Pas à cause de la réaction de Brennan, mais à cause de à quel point cette manœuvre est familière. Dès que quelqu'un n'a plus de levier, normal, soudain il y a une crise de santé. Et attention, le diagnostic de la mère était réel. Stade 1, traitable, réel. Je ne remets pas ça en question. Mais regardez bien ce qui s'est passé. La mère n'a pas appelé Brennan elle-même. Cassidy a orchestré ça via un oncle dont le numéro n'avait pas encore été bloqué. Ce n'est pas une mère qui contacte son fils dans un moment difficile. C'est une famille qui met en place une stratégie coordonnée. Et la vérité la plus dérangeante? Ça a failli marcher. Brennan y a réfléchi pendant 3 jours. Parce que c'est ce qui arrive quand vous aimez encore des personnes qui continuent de vous blesser, chaque nouvelle chose qu'elles lancent vous donne l'impression que peut-être, cette fois, c'est le moment sincère, que cette fois, c'est réel. Ça ne l'est jamais. Et au fond de vous, vous le savez. Mais l'amour vous pousse quand même à vérifier. À chaque fois. Maintenant, retour à l'auteur du post. Je suis resté avec ça pendant 3 jours. J'ai appelé Meredith, on en a parlé, on a tout analysé en détail. Ma mère ne m'avait pas contacté directement. C'était Cassidy qui organisait tout à travers mon oncle. Comme toujours. La famille qui coordonne en coulisses pour me gérer, me manipuler, me remettre dans le rang. Je lui ai répondu par message, dit à maman que j'espère que son traitement se passera bien. Je ne reviendrai pas. Sa réponse a été brève, elle sera dévastée. Je n'ai pas répondu. Le traitement de ma mère s'est bien passé. Je le sais parce que Cassidy publiait constamment à ce sujet sur Facebook, jusqu'à ce que je la bloque là aussi. Des photos de ma mère souriante dans son lit d'hôpital. Des légendes sur la famille soudée face à l'épreuve. Pas une seule mention du fils absent. Ça m'allait très bien. Puis Dominique a trouvé ma nouvelle adresse email 20 mois après mon départ. Brennan, je sais que je suis la dernière personne dont tu veux avoir des nouvelles. Je sais que tu me détestes probablement, et je le mérite. Wesley et moi avons rompu il y a 8 mois. C'était une erreur. Tout ça. J'ai jeté la meilleure chose que j'ai jamais eue pour quelqu'un d'incapable de s'engager quand les choses devenaient difficiles. J'ai été stupide, égoïste et cruel, et je t'ai fait du mal d'une manière irréparable. Je ne demande pas une seconde chance. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu. J'espère que tu es heureux quelque part. Tu le mérites. D. Je l'ai lu 2 fois. J'ai noté le choix soigneux des mots, la victimisation implicite, le fait de rejeter la faute sur Wesley, incapable de s'engager, la tentative de se présenter comme celle qui avait souffert. Puis j'ai bloqué son adresse email. Trop peu. Trop tard. Et je n'avais pas besoin de sa culpabilité dans ma boîte de réception. Les choses ont escaladé vers le 22e mois. Un collègue m'a dit qu'une femme correspondant à la description de Dominique posait des questions sur moi dans un endroit du centre-ville. Elle prétendait être une ancienne amie cherchant à reprendre contact, voulait savoir où je travaillais, où je vivais, si je voyais quelqu'un. J'ai alerté la sécurité de mon immeuble, installé des serrures à code, changé mes habitudes quotidiennes, différents trajets pour aller au travail, horaires différents pour la salle de sport, autres supermarchés, et j'ai commencé à tout documenter dans un dossier sur mon ordinateur, au cas où. 2 semaines plus tard, un email anonyme est arrivé à mon adresse professionnelle. Envoyé à moi, avec copie à tout mon département, y compris mon supérieur et 3 niveaux de direction. Vous devriez tous savoir que Brennan n'est pas celui qu'il prétend être.
C'est une personne manipulatrice et vindicative qui a détruit sa propre famille et rejeté la faute sur les autres. Il a poussé son ex-fiancée à un effondrement. Il a abandonné sa mère malade. Ne faites pas confiance à ce qu'il dit sur son passé ou sur son caractère. Pas de signature. Pas de fait. Juste une tentative vague de diffamation pour faire changer le regard des gens sur moi. J'ai transféré l'email aux ressources humaines dans l'heure, avec un résumé de la situation, ex-fiancé, liaison avec mon frère, rupture familiale, harcèlement continu. J'ai fourni des preuves, capture d'écran, chronologie, copie de la mise en demeure déjà envoyée. Les RH ont lancé une enquête. Le service informatique a retracé l'email à une adresse IP liée à un café dans la même ville où Dominique vivait désormais. Il ne pouvait pas prouver formellement que c'était elle, Wi-Fi public, aucune connexion identifiable, mais le schéma était suffisamment clair. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai engagé un service de parajuriste en ligne. 180 $ pour une mise en demeure professionnelle citant les lois sur le harcèlement et documentant les faits. Je l'ai envoyé en recommandé à l'adresse actuelle de Dominique, que j'ai trouvé en 20 minutes via des registres publics. Puis j'ai déposé un signalement auprès de la police locale. Pas pour porter plainte, je n'avais pas assez de preuves, mais pour créer une trace officielle. Pour que son nom soit associé à du harcèlement dans un système, au cas où ça empirerait. J'ai enregistré le numéro du rapport dans mon dossier. Les emails anonymes ont cessé. Mais j'ai ajouté une dernière couche. J'ai mis à jour mon testament, mes contacts d'urgence et les bénéficiaires de tous mes comptes. J'ai inscrit le nom de Meredith partout. Chaque trace de mon ancienne vie, effacée. J'ai aussi ajouté une note dans mon dossier professionnel documentant le harcèlement et autorisant les RH à partager les informations avec les forces de l'ordre si nécessaire. J'avais fini de regarder en arrière. 3 ans jour pour jour après mon départ, tout s'est aligné. Meredith et moi étions mariés depuis 6 mois. Une petite cérémonie, seulement des amis et sa famille, des gens qui avaient réellement mérité d'être là. Notre fille Lily avait 3 mois, née en mai, avec les yeux de sa mère et mon refus obstiné de dormir à des heures normales. J'avais été promu 2 fois dans l'entreprise, désormais directeur régional des opérations. Un bureau d'angle avec vue sur la rivière Willamette. Une équipe de 14 personnes sous ma responsabilité. Le salaire ne me rendait pas riche, mais il était suffisant pour que nous achetions une maison dans un quartier calme et arrêtions de nous inquiéter pour chaque dépense. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place parce que Dominique n'a pas su s'arrêter. Elle avait trouvé un nouveau travail après avoir quitté le cabinet, hygiéniste dentaire dans un petit cabinet de sa ville natale, essayant de repartir de zéro. Ce qu'elle ignorait, c'est que le propriétaire du cabinet était lié au conseil dentaire de l'État, et que l'un des membres du comité d'éthique n'était autre que l'oncle de Meredith. Ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié. Pas quelque chose que j'avais orchestré. C'est juste comme ça que fonctionnent les petits mondes professionnels. Lors du dîner de Thanksgiving chez les parents de Meredith, son oncle a mentionné qu'ils avaient dû enquêter sur une hygiéniste surprise en train d'effectuer des recherches non autorisées dans le système d'échange d'informations de santé de l'État. Toutes les recherches concernaient une seule personne, a-t-il dit. Un type qui vivait dans l'État avant de déménager en Oregon. Elle a prétendu qu'elle était juste curieuse à propos d'une ancienne connaissance. Mais la loi HIPAA ne se soucie pas de la curiosité. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. Comment s'appelait-elle ? Il me l'a dit. C'était Dominique. Elle utilisait ses accès pour rechercher des informations sur moi via le système d'échange d'informations de santé, mon adresse actuelle, mon employeur, mes détails d'assurance. Tout était automatiquement enregistré, car les lois sur la confidentialité médicale exigent des traces d'audit. Le propriétaire du cabinet a découvert le schéma lors d'un contrôle de routine, aucune justification clinique, aucun lien de traitement, juste un accès non autorisé à des informations médicales protégées. Je lui ai demandé quelles seraient les conséquences. Suspension de licence en attendant une enquête complète. Si le conseil détermine qu'elle a volontairement violé la confidentialité pour des raisons personnelles, elle risque la révocation définitive, ainsi que d'éventuelles poursuites civiles si le patient décide d'agir. Je n'allais pas porter plainte. Je n'en avais pas besoin. Le conseil avait déjà lancé son enquête. Les traces parlaient d'elles-mêmes. Ses propres actions avaient créé les preuves. J'avais déposé un rapport de police 2 ans plus tôt, documenté le harcèlement, envoyé une mise en demeure, construit un dossier montrant que ce n'était pas une simple curiosité isolée, mais un schéma répété. Quand l'enquêteur a demandé des informations, tout était prêt, organisé chronologiquement. Faute professionnelle. Violation de la vie privée. Harcèlement documenté. Elle s'est détruite toute seule. Moi, je n'ai fait que conserver les preuves. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu par réflexe. Brennan, la voix de ma mère. S'il te plaît, on doit parler. Comment as-tu eu ce numéro ? Ton cousin me l'a donné. Il ne savait pas. Brennan, s'il te plaît, écoute-moi. J'aurais dû raccrocher. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle semblait fatiguée, différente de la femme qui m'avait dit de pardonner 3 ans plus tôt. Qu'est-ce que tu veux, maman ? Wesley s'effondre. Il a encore perdu son travail. Il n'arrive pas à maintenir une relation. Dominique le rend responsable de tout ce qui est arrivé à sa carrière. Ils sont tous les deux en train de sombrer.
Et je sais que tu ne nous dois rien, mais c'est toujours ton frère. Il a encore besoin de sa famille. Il avait une famille. Il m'avait moi. Et il a choisi de coucher avec ma fiancée pendant 6 mois pendant que je payais son loyer. Nous avions tort. Tous. La manière dont on a géré cette réunion, les choses qu'on a dites. Tu m'as dit que j'étais dramatique. Tu m'as dit de lui pardonner. Tu l'as choisi. J'avais tort. Oui. Le silence s'est installé. 3 ans de silence, et maintenant ça. Je ne reviendrai pas, ai-je dit finalement. Je n'aiderai pas Wesley. Je ne sauverai pas Dominique des conséquences qu'elle a créées elle-même. J'ai une famille maintenant. Une femme qui me choisit chaque jour. Une fille qui a besoin de moi. Des gens qui veulent réellement de moi. Je comprends. Vraiment? Encore du silence. Tu me manques, Brennan. Tous les jours. Je sais. Et je le savais. Mais savoir ne change rien. Le manque n'efface pas ce qui s'est passé. Prends soin de toi, maman. J'ai raccroché. Meredith est entrée dans la pièce, Lily sur la hanche. C'était qui? Ma mère. Ça va? J'ai regardé ma femme. Ma fille, qui tendait ses petites mains vers moi avec un sourire édenté. La maison que nous avions construite. La vie que nous avions gagnée. Oui, ai-je dit. Ça va. Et je le pensais vraiment. La confrontation finale est arrivée 4 mois plus tard. Une conférence professionnelle à l'Est. Impossible d'y échapper. Ma présence était requise. J'ai fait l'erreur de m'arrêter dans un café où j'allais autrefois. Vieille habitude. Wesley était là. Il avait mauvaise mine. 30 kilos de plus, rien de sain. Un regard vide, usé. 3 ans de conséquences gravées sur son visage. Il m'a vu avant que je puisse partir. Il a traversé le café en quelques pas. Brennan. Wesley. Tu as l'air bien. Merci. Il s'est agité, nerveux, comme sur le perron ce jour-là. J'essaie de te joindre depuis des années. Je voulais juste dire. Je sais ce que tu veux dire. J'ai lu les lettres. Alors tu sais que je suis désolé. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le pense vraiment. Ce que j'ai fait est la pire chose que j'ai faite dans ma vie. Et j'en vis avec les conséquences tous les jours. Tant mieux. Il a cligné des yeux. Tant mieux, tu dois vivre avec. C'est ça, les conséquences. Tu fais un choix, tu vis avec. On est toujours une famille. Non. Je l'ai dit sans colère. Sans émotion. Tu as cessé d'être mon frère le jour où je t'ai trouvé dans mon lit avec ma fiancée. La réunion de famille l'a confirmé. Vous avez tous fait votre choix. Ça, c'est le... J'ai changé. Je travaille sur moi. Parfait. Va être une meilleure personne, ailleurs. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je ne te veux pas. Et honnêtement, je ne pense même plus à toi. Son visage s'est effondré. Ce moment où quelqu'un comprend que ce n'est pas du bluff, que c'est réellement fini. Et maman? Elle vieillit. Elle t'a toi. Elle t'a choisi. Tu te souviens. J'ai fini mon café, posé le gobelet vide. Bonne vie, Wesley. Je le pense. Mais loin de moi. Je suis sorti. Sans me retourner. Le soleil de printemps était chaud sur mon visage. Mon vol partait dans 4 heures. Meredith et Lily m'attendraient à l'aéroport. Je suis monté dans la voiture de location et j'ai pris la route vers l'aéroport. 4260 km entre moi et mon foyer. Et ce soir, j'y serai. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Écoutez, je vais être honnête, quand j'ai commencé à lire cette histoire, je pensais que Brennan était peut-être allé un peu trop loin sur certains points. Les emails envoyés aux 187 invités, les procédures au tribunal des petites créances, la notification sur le lieu de travail. Une partie de moi se disait « Ok mec, calme-toi ». Mais ensuite j'ai continué à lire, et je n'arrêtais pas de penser à ces 6 mois. 6 mois à cuisiner pour eux 3. 6 mois à payer le loyer pour le gars qui couchait avec sa fiancée. 6 mois à écrire ses vœux de mariage sous la douche pendant qu'elle envoyait des messages à Wesley pour savoir quand Brennan quittait le travail. Ça, ce n'est pas une erreur. C'est un mode de vie. Et puis cette réunion de famille, c'est ça qui m'a brisé. Parce que Wesley et Dominique, ce qu'ils ont fait est horrible, évidemment. Mais ta mère assise là à te dire que peut-être c'est mieux ainsi, ta sœur qui dit que ta réaction est exagérée, ça, c'est la vraie trahison. Honnêtement, Brennan n'a pas seulement perdu une fiancée et un frère ce jour-là. Il a perdu tout son sentiment de « chez lui ». Et un foyer, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des gens. Les siens ont fait le mauvais choix. Mais ce qui m'a marqué, c'est la façon dont il a géré tout ça ensuite. Pas de cris, pas de violence, pas de scandale public. Juste de la documentation. Juste une méthode. Cet homme a littéralement utilisé son esprit d'enquêteur en fraude dans sa propre vie personnelle, et honnêtement, je respecte énormément ça. Parce que l'émotion vous rend désordonné. Les preuves vous rendent intouchable. Et Dominique qui accède à ses dossiers médicaux via le système IPA, elle s'est servie elle-même sur un plateau. On ne peut pas passer 3 ans à surveiller quelqu'un de manière obsessionnelle et ensuite être surpris quand les traces écrites vous rattrapent. Ce n'est pas de la malchance. C'est juste le karma, avec un système de classement. Maintenant, les leçons. Et ce sont de vraies leçons. Premièrement, les personnes que vous laissez entrer chez vous révèlent qui elles sont réellement.
Wesley a montré à Brennan qui il était dès qu'il s'est senti à l'aise. Faites attention à la façon dont les gens traitent votre générosité. Deuxièmement, le silence n'est pas de la faiblesse, mais ce n'est pas non plus la paix. Brennan n'a pas explosé. Il a documenté. Il y a une différence entre laisser tomber et laisser les choses se dérouler. Lui a choisi la deuxième option. Troisièmement, et c'est le plus important, les personnes qui restent silencieuses dans vos pires moments vous disent quelque chose. Personne ne lui a couru après. Personne. Ce silence était la réponse. Meredith, Lily, le bureau d'angle, la vue sur la rivière Willamette, rien de tout ça ne lui est tombé dessus par hasard. Il a tout construit. Brique par brique, après que quelqu'un ait tout brûlé. Voilà l'histoire. Et honnêtement, il va bien. Plus que bien. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir suivi cet épisode de Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.